à savoir le contexte général, la situation générale de l'Afrique en 2025. La situation générale du continent africain en 2025, c'est qu'il est l'objet d'un vaste projet de recolonisation militaire, économique, culturelle et politique ourdi par la grande alliance militaro-politique de l'Occident appelée l'OTAN, à la tête de laquelle se trouve la grande puissance américaine. Je recommence. Le constat fondamental dont il faut partir si on veut comprendre la nécessité des armées populaires, il faut constater, il faut que tout le monde voit qu'en cette année 2025, la plus grande menace qui pèse sur toute l'Afrique noire, c'est la mise en exécution acharnée, décidée, déterminée et persévérante d'un plan de recolonisation militaire, recolonisation économique, recolonisation politique, recolonisation culturelle de l'Afrique par l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, à la tête de laquelle se trouvent les États-Unis d'Amérique. Quelles sont les preuves qu'un tel plan existe? Je vous les donne immédiatement avant de passer à la deuxième partie de mon analyse. Les preuves qu'un tel plan existe, d'abord, elles sont des preuves historiques anciennes. Les puissances qui ont réduit pendant pratiquement 300 ans les Africains en esclavage sur toute la planète se trouvent être les mêmes qui constituent aujourd'hui l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Deuxième preuve historique, les puissances qui ont réduit les populations africaines en esclavage pendant plus de 300 ans, à partir notamment du XVIe siècle jusqu'au XIXe, ce sont exactement les mêmes puissances qui se sont partagées l'Afrique sans les Africains à la fin du XIXe siècle, lors de leur fameux congrès de Berlin. À savoir, en effet, le partage de 1884-1885. Ça, c'est la deuxième preuve historique. Troisième preuve historique, les puissances qui aujourd'hui menacent l'Afrique d'une recolonisation militaire, économique, politique et culturelle sous l'égide de l'OTAN sont les mêmes qui ont perpétré à partir notamment du 19e siècle et cela jusqu'au 21e siècle les plus grands actes de barbarie sous le nom de colonisation contre le continent africain. Eh bien, dernière grande preuve historique en date, ce sont ces puissances qui se sont coalisées pour attaquer sauvagement la Libye en 2011, la détruire en 6 mois de bombardements intenses. Et ces puissances, qui sont donc les puissances de l'OTAN, à la tête desquelles les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, ces puissances-là ont détruit la Libye en 2011 en association avec 2 organisations terroristes qu'elles ont créées depuis les années 80 et qui s'appellent Al-Qaïda et l'État islamique ou encore Daesh. Al-Qaïda est une organisation de mercenaires terroristes au service de l'Occident politique. Elle a été créée dans les années 80 par la CIA américaine pour combattre les soviétiques en Afghanistan. Le fondateur d'Al-Qaïda, Mohamed Azam, qui était le patron d'Oussama Ben Laden, était un agent assermenté de la CIA américaine. Quant à l'organisation terroriste Daesh, encore abusivement appelée État islamique, elle a été créée dans les années 2000 par les mêmes services secrets occidentaux de l'OTAN et notamment américains, et cela est attesté par des révélations publiques de l'actuel président américain Donald Trump, qui a publiquement accusé
ses prédécesseurs, Obama et Clinton, d'avoir créé l'État islamique. Ces organisations terroristes sont financées par les grandes puissances occidentales. Les documents officiels déclassifiés aux États-Unis en cette année 2025 par Mme Tulsi Gabbard et par M. Elon Musk ont clairement établi que l'USAID a régulièrement financé par des versements directs Al-Qaïda et Daesh. Il existe de nombreuses preuves de financement direct d'Al-Qaïda et de Daesh par les monarchies du Moyen-Orient, telles l'Arabie Saoudite, le Qatar et un certain nombre de puissances du Moyen-Orient, parmi lesquelles la Turquie. Ce sont des éléments qui sont documentés scientifiquement. Il est clairement connu, et cela a été révélé par les officiels américains, par des sénateurs, par des représentants du Parlement américain. Il est connu que les deux principales organisations terroristes sont en réalité des groupes de mercenaires, des sociétés militaires privées qui ont pour vocation la déstabilisation de pays que les grandes puissances occidentales veulent piller. Les mercenaires terroristes d'Al-Qaïda et de Daesh sont chargés de semer le chaos afin que l'Occident puisse imposer son ordre. Je recommence une deuxième fois. Les mercenaires terroristes d'Al-Qaïda et de Daesh sont chargés par les grandes puissances occidentales de semer le chaos dans tous les pays où les grandes puissances occidentales veulent imposer leur ordre. Une troisième fois, les mercenaires terroristes d'Al-Qaïda et de l'État islamique sont chargés par les grandes puissances occidentales de l'OTAN de semer le chaos dans tous les pays que les grandes puissances occidentales veulent exploiter et piller. C'est le schéma. Déstabilisation, pillage et légitimation médiatique, diplomatique et internationale du pillage. En dernière date aussi, toujours pour établir la nature de cette déstabilisation, on s'est rendu compte que le mécanisme de paiement des rançons pour des otages au Sahel était l'une des principales sources de financement du terrorisme. Un reportage de France 24, publié le 30 juillet 2014, a été corroboré par de nombreuses preuves supplémentaires, établissant que la France, par exemple, est l'une des principales banquières du terrorisme au Sahel. On organise des enlèvements en réalité instrumentaux de personnes étrangères. On en profite pour décaisser des fonds spéciaux des caisses des États occidentaux qui sont versés aux organisations terroristes. Et avec ces fonds spéciaux, les organisations terroristes peuvent se procurer des armes, des munitions, peuvent se procurer des biens immobiliers, peuvent se procurer des moyens de transport, bref, peuvent s'alimenter et mener les opérations pour lesquelles elles sont missionnées. Donc, dans la première partie de mon exposé, ce samedi 27 décembre 2025, j'espère avoir clairement fait comprendre à tout le monde que l'Afrique est en proie à un immense plan de recolonisation qui est la suite de la traite négrière, la suite de la colonisation, la suite de la persécution et des déstabilisations du XXe siècle. L'objectif est de contrôler les richesses d'Afrique du Nord. Ça a été fait à travers le saccage de la Libye. L'objectif est de contrôler les richesses du Sahel. Ça a été fait à travers l'invasion du Sahel par les mercenaires terroristes de l'OTAN et par les armées de l'OTAN, y compris celles de l'Union européenne. L'objectif est ensuite de coloniser le golfe de Guinée, qui est la région maritime la plus riche de la Terre. Cela est fait aujourd'hui à travers les actes de barbarie sur tous les pays du golfe de Guinée. Depuis la Mauritanie, le Sénégal, la Guinée-Conakry, la Côte d'Ivoire, le Libéria,
le Ghana, le Togo, le Bénin, le Nigeria, le Cameroun, le Gabon, la Guinée équatoriale, l'Angola. Tous ces pays sont ciblés par les mercenaires terroristes de l'OTAN parce que ces pays sont détenteurs de ressources naturelles faramineuses et que les grandes puissances occidentales ne veulent pas négocier les ressources naturelles africaines dans le cadre d'un marché international équitable. Elles veulent continuer à les piller, à se les approprier selon la stratégie négrière, la stratégie coloniale, néocoloniale et impérialiste des 600 dernières années. Ces grandes puissances ne veulent pas faire des affaires dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant avec les Africains. Elles veulent continuer à piller l'Afrique comme elles le font depuis plusieurs siècles. Elles refusent le modèle d'une coopération dans un monde multipolaire, un monde gagnant-gagnant. Elles veulent nous imposer de leur livrer nos matières premières, nos ressources naturelles stratégiques à vil prix, voire gratuitement. C'est le même modèle qui est appliqué contre la République démocratique du Congo où l'OTAN, l'Union européenne instrumentalise le Rwanda et l'Ouganda pour semer la guerre au Congo et ainsi imposer le pillage des ressources congolaises au profit de la puissance anglo-américaine et de ses supplétifs européens. Toute Africaine, tout Africain qui suivent mes conférences depuis plusieurs années sur les réseaux sociaux habite l'évidence que l'Afrique est l'objet d'un immense plan de recolonisation. Les derniers bombardements américains au nord du Nigeria n'ont pas pour but de combattre le terrorisme. D'ailleurs, plusieurs renseignements indiquent que les bombes de M. Trump ne sont pas tombées là où étaient les terroristes. Puisque les terroristes sont des supplétifs. En réalité, les terroristes sont des supplétifs des grandes puissances occidentales. M. Trump et ses bombes ont visé une zone où il ne se trouvait pas. Les renseignements sur place au Nigeria montrent très bien qu'ils ont visé une zone où les terroristes ne se trouvaient pas. Et c'est important que vous le compreniez. Parce que les terroristes sont en réalité des organisations de mercenaires qui travaillent sous l'égide de l'OTAN, sous l'égide des grandes puissances occidentales. Vous ne pensez quand même pas qu'on puisse détruire le personnel. L'objectif de ces bombardements, c'est de semer la terreur dans l'opinion africaine, c'est de semer la terreur au niveau des gouvernements africains, afin que ceux-ci acceptent de brader le pétrole, l'or, le manganèse, le bauxite, le coltan, qu'ils acceptent de brader l'uranium pour la grande puissance américaine et ses alliés occidentaux. Les bombardements de Trump sont des actes terroristes contre le peuple africain. Ils ne sont pas faits pour protéger les chrétiens, parce que Trump n'est pas chrétien et ne protège même pas les chrétiens américains. Les Noirs américains chrétiens sont les populations les plus discriminées, les plus maltraitées des États-Unis. Donald Trump est contre eux. Il les discrimine sauvagement. Il est en train de détruire toutes les politiques sociales qui avaient été mises en place dans la logique de la discrimination positive pour les populations noires américaines. Quelqu'un qui n'aime pas les Noirs américains ne peut pas aimer les Noirs africains. Ce n'est pas possible. Ces bombardements sont des menaces qu'il fait peser sur la totalité des pays africains pour leur dire les États-Unis ont soif de matières premières stratégiques et de terres rares. Si vous ne nous les donnez pas, nous allons vous bombarder. Nous allons vous tuer. C'est ça le message de Trump. Alors, il n'y a que les Africaines et les Africains qui sont des lâches ou qui sont des valets du néocolonialisme français, de l'impérialisme occidental. Il n'y a que ces Africains-là pour ne pas reconnaître l'évidence du vaste plan de recolonisation militaire, recolonisation, économique, recolonisation politique, recolonisation culturelle de notre continent. C'est une évidence de base. Il faut être du diable en personne pour ne pas reconnaître ce fait. Et ce fait est la base de mon raisonnement. Celui qui n'admet pas que l'Afrique est en proie à un immense plan de recolonisation, à un immense plan de recolonisation militaire, économique, de recolonisation politique et culturelle, il n'a pas sa place dans ma conférence. Il peut zapper, il peut quitter. Ce n'est pas la peine de m'écouter si vous ne voulez pas partager avec moi cette vérité. Parce que cette vérité est l'essentiel à partir duquel il faut penser la politique africaine aujourd'hui.
Celui qui n'admet pas cette vérité n'a pas sa place dans l'université libre de l'Afrique des libertés. Je n'ai rien à dire avec cette personne. Nous avons simplement à nous affronter dans l'histoire, dans le combat révolutionnaire. Est-ce que vous comprenez? Alors ça, c'est le premier point. Si nous sommes d'accord que l'Afrique est bel et bien l'objet d'un immense plan occidental, otanien, de recolonisation militaire, de recolonisation économique, de recolonisation politique et de domination culturelle, si vous êtes d'accord que ce plan n'est que la continuité de la traite négrière, la continuité de la barbarie coloniale avec les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les crimes économiques, jamais jugés ni punis, qui ont été commis contre les Africains. Si vous êtes d'accord que c'est cela le saccage de la Libye, c'est cela le saccage du Congo, c'est cela le saccage du Soudan, si vous reconnaissez que c'est cela, eh bien, l'invasion des terreaux impérialistes au Sahel, dans le golfe de Guinée, au nord du Nigeria, au nord du Cameroun, au Tchad, si vous reconnaissez que c'est cela, l'invasion des terreaux impérialistes jusqu'au Mozambique, dans la région pétrolière de Cabo Delgado, si vous êtes d'accord, alors vous comprenez que, en réalité, l'impérialisme, c'est le terrorisme. Nous sommes l'objet d'un complot impérial terroriste. Les terroristes sont les mercenaires de l'impérialisme. Nous avons affaire à l'impérial terrorisme. Alors, dans ces conditions, on peut passer à la deuxième partie de mon exposé. Quand on a affaire à un immense projet de recolonisation militaire, économique, politique et culturelle, est-ce qu'on peut faire face à ce projet en utilisant le principe de l'armée professionnelle? C'est-à-dire en confiant la défense du territoire national à une minorité qui va être appelée une armée professionnelle, une armée de métier. Est-ce que le concept d'armée professionnelle, d'armée de métier, est un concept qui peut permettre de faire face à une menace d'une telle ampleur? L'armée professionnelle ou armée de métier, c'est un concept qui restreint la fonction militaire à un certain nombre d'individus. Bien souvent, 1 à 2% maximum d'ailleurs de la population du pays, ces individus reçoivent une formation spécifique et ils vivent toute leur carrière au service de la défense de la patrie. La fonction militaire professionnelle est donc une spécialisation d'une partie de la population dans la défense du territoire national. Les armées professionnelles ou armées de métier fonctionnent très bien en temps de paix. Elles fonctionnent très bien lorsque l'état de droit, lorsque le droit international, dans ce qu'ils peuvent avoir de juste et d'équitable, sont respectés. Lorsque règne la paix, lorsque règne la concorde, lorsque règne la prospérité internationale, en effet, les armées professionnelles ou armées de métier sont les formules les plus idoines pour assurer la sécurité et la défense des nations. Mais, lorsqu'un pays, et mieux, un continent, sont confrontés à une menace générale de très grande ampleur, vous voyez très bien que le concept d'armée spécialisée, d'armée professionnelle, d'armée de métier ne suffit plus à répondre à la menace. Voilà pourquoi, dans l'histoire de l'humanité, chaque fois que des peuples ont été confrontés à des menaces comme celles que subit aujourd'hui l'Afrique, ils ont ipso facto mis en place le concept d'armée populaire. Qu'est-ce que c'est que l'armée populaire? C'est un concept consistant à impliquer toutes les citoyennes et tous les citoyens d'un pays en capacité de combattre ou de participer aux activités de défense, les impliquer dans la défense armée du pays. Le concept d'armée populaire est donc une extension de la spécialisation militaire à la totalité de la population apte aux activités militaires. Les activités militaires ne sont pas que des activités physiques. Il y a des activités militaires qui sont des activités intellectuelles, théoriques, mentales, comme par exemple le renseignement. Mais le concept d'armée populaire renvoie à l'idée de l'identité qu'on va construire entre l'armée et le peuple. C'est le concept du peuple en armes. Pourquoi ce concept est-il préférable quand on fait face à une très grande menace
Parce que ce concept élargit la base de la résistance contre l'envahisseur. C'est avec le concept d'armée populaire que les puissances colonialistes et impérialistes occidentales ont été vaincues partout dans le monde. C'est le concept d'armée populaire qui a vaincu l'impérialisme occidental en Chine, avec le leader Mao Tse-tung. C'est le concept d'armée populaire qui a permis à Cuba de résister à toutes les tentatives des États-Unis d'Amérique de réduire ce pays à ses quatre volontés. C'est grâce au concept d'armée populaire que l'Iran tient debout aujourd'hui face à la grande puissance occidentale américaine et sa supplétive absolue, Israël. C'est grâce au concept d'armée populaire que la République populaire de Corée du Nord fait face aujourd'hui aux menaces de l'Occident. C'est grâce au concept d'armée populaire que le Venezuela est debout avec Maduro, comme il était debout avec Hugo Chavez. C'est avec le concept d'armée populaire que l'Angola s'est libérée du colonialisme portugais à travers le mouvement pour la libération de l'Angola, le MPLA, d'Agostinho Neto. C'est à travers le concept d'armée populaire que l'ANC a engagé la grande résistance d'Umkhonto we Sizwe qui a fait reculer le pouvoir de l'apartheid en Afrique du Sud. C'est avec le concept d'armée populaire que le Mozambique a été libéré du colonialisme portugais par le Frelimo du camarade Samora Machel. C'est avec le concept d'armée populaire que la révolution guinéenne du camarade Sékou Touré a fait face aux menaces de l'impérialisme. C'est avec le concept d'armée populaire que la révolution burkinabé a été mise sur pied dans les 4 années 1983-1987 par le camarade Thomas Isidore Noël Sankara. Le concept d'armée populaire consiste donc en l'extension de la fonction militaire à la totalité des membres du peuple, capables de participer activement à sa défense physique, à sa défense intellectuelle, à sa défense économique, à sa défense politique, à sa défense tactique, stratégique et même spirituelle. Et c'est la seule solution sûre qui permette, même quand viendraient à disparaître les dirigeants d'un pays, c'est la seule solution sûre qui permette, même quand viendrait à disparaître une partie des dirigeants d'un pays, que la lutte continue, que la révolution se poursuive. La construction de l'armée populaire empêche les puissances impérialistes d'imposer des fantoches à la tête de la nation dès lors que le peuple adhère et participe entièrement à l'activité révolutionnaire. Dans la situation actuelle, nous voyons très bien que l'OTAN menace d'envahir à nouveau complètement le continent africain à travers ses supplétifs, Al-Qaïda et l'État islamique. On voit très bien que l'OTAN monte en première ligne. L'armée française bombarde au Bénin, l'armée américaine bombarde au Nigeria. Dans la situation actuelle, on voit très bien qu'il s'agit en réalité d'actes de guerre contre l'Afrique. Comment l'Afrique peut-elle répondre à ces actes de guerre hybrides et ouverts qui se multiplient de la part de l'alliance militaro-politique de l'Occident? L'Afrique ne peut efficacement répondre à cette menace qu'en mettant en place des armées populaires. Et voilà pourquoi j'ai été particulièrement intéressé par une information venue du Niger, que je voudrais vous faire écouter pour que vous compreniez jusqu'à quel point les dirigeants de l'Alliance des États du Sahel ont compris la nécessité de bâtir des armées populaires. C'est une information du Conseil des ministres qui s'est tenu hier à Niamey au Niger. Et je voudrais que vous entendiez cette information. Les ministres adoptés voilà, hop. peuvent être réquisitionnés à la fondation. Voici ce qui a été décidé hier au Niger. Au titre de la présidence de la République, le Conseil des ministres a adopté les projets de texte ci-après. Projet d'ordonnance relative à la mobilisation générale pour la défense de la patrie. Le présent projet d'ordonnance a pour objet
de déterminer les modalités d'organisation, de préparation et de mise en œuvre de la mobilisation générale. Il est pris conformément aux prescriptions de la Charte de la refondation et aux dispositions de la loi numéro 2002-030 du 31 décembre 2002 portant organisation générale de la défense nationale. Il détermine les rôles et responsabilités des différentes composantes de la nation dans l'organisation, la préparation et la mise en œuvre de la mobilisation générale pour la défense de la patrie. Ainsi, le présent projet d'ordonnance fixe les mesures institutionnelles, juridiques, administratives et pratiques à mettre en œuvre en vue d'une organisation efficiente de la mobilisation générale. À cet égard, peuvent être réquisitionnés pendant la mobilisation générale les personnes, les biens et les services pour contribuer à la défense de la patrie dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur et des dispositions de la présente ordonnance. Tout citoyen est tenu au respect des dispositions et des mesures relatives à la mobilisation générale, notamment répondre immédiatement à l'ordre d'appel ou de rappel, répondre sans délai à l'exécution des mesures de la défense de la patrie, se soumettre à la réquisition, se conformer aux dispositions prises par les autorités compétentes, s'abstenir de communiquer et d'échanger, notamment à travers les technologies modernes ou tout autre moyen pouvant faire obstacle à la mobilisation générale ou influer négativement sur sa mise en œuvre. Informer les autorités publiques compétentes sur tout ressortissant de pays hostiles se trouvant sur le territoire national et sur tous les faits et actes pouvant entraver l'exécution de l'opération de mobilisation générale. Ces différentes mesures et actions sont dictées par la nécessité de préserver l'intégrité du territoire national, la souveraineté de l'État, de protéger les populations, les institutions et les intérêts vitaux de l'État contre toute menace intérieure ou extérieure. Il est prévu une sensibilisation citoyenne en vue de contribuer à la consolidation du sentiment patriotique, à la prise de conscience du rôle à jouer par les citoyens en matière de mobilisation générale et à la mise en évidence de leurs devoirs à l'égard de la patrie. Projet de décret accordant le bénéfice des avantages du régime conventionnel du Code des investissements à la société DHI. Voilà. Je voulais vous faire écouter ce projet de loi portant mobilisation générale au Niger, encadrant donc la mobilisation générale au Niger. Si les autorités nigériennes veillent à être désormais en capacité de déclencher la mobilisation générale, cela veut dire que toute l'Afrique, en réalité, se réglant sur ces autorités d'avant-garde, doit s'engager dans la conception d'armées populaires capables, en effet, de mieux mettre en œuvre les consignes de mobilisation générale que de simples civils. Cela veut dire très clairement que la formation à la défense et à la sécurité de nos nations africaines doit être impérativement incluse dès cette année, dès maintenant, dans la formation de tous les jeunes africains. Il faut inclure la formation à la défense et à la sécurité au programme de l'école primaire, au programme du collège, au programme du lycée, au programme de toutes les universités. Aucun de nos enfants ne doit sortir de l'école primaire sans avoir reçu une formation appropriée à son âge, à la défense et à la sécurité de l'Afrique. Aucun de nos enfants ne doit sortir du collège avec un brevet de collège sans avoir reçu en même temps une formation appropriée à son âge à la défense et à la sécurité de l'Afrique. Aucun de nos enfants ne doit sortir des lycées sans avoir reçu une formation appropriée à son âge, à la formation et à la défense de notre continent. Aucun de nos enfants, aucun de nos étudiants ne doit sortir des facultés et des grandes écoles, où que ce soit en Afrique, sans avoir reçu une formation appropriée pour être de façon certaine un officier au moins de réserve de l'armée nationale africaine de son pays. C'est une urgence continentale. Les pays africains doivent constituer des armées populaires. Ces armées populaires, au fur et à mesure que des alliances vont être passées entre les États, doivent être les embryons de l'armée populaire fédérale africaine. APFA, Armée populaire fédérale africaine. Nous devons d'autant plus hâter ceci que l'Occident est rassemblé en une armée
eh bien, confédérés. L'OTAN, qu'est-ce que c'est? L'OTAN, c'est une alliance d'armées. C'est une association d'armées, l'OTAN. Organisation du traité de l'Atlantique Nord, c'est l'association d'une trentaine d'armées occidentales. Nous faisons face à une trentaine d'armées occidentales, eh bien, sur le continent africain. L'Afrique ne peut pas affronter 30 armées occidentales associées. L'Afrique ne peut pas affronter une trentaine d'armées occidentales associées en n'ayant pas des associations d'armées comparables. En n'ayant pas une alliance, eh bien, des armées, eh bien, nationales africaines, une alliance, une armée, eh bien, panafricaine fédérale. Le fait que le Niger accélère, eh bien, ses capacités de mobilisation indique que le Niger a compris, comme l'ensemble des pays de l'AES, que la déstabilisation qui a été conçue contre la Libye nous vise tous. Que c'est toute l'Afrique noire, en fait, qui est dans la ligne de mire de l'OTAN. Le fait que le Niger accélère aujourd'hui avec sa loi de mobilisation indique que le Niger est en train d'aller vers la réalisation du concept d'armée populaire. Car seule une armée populaire peut réussir à mieux mobiliser tous les segments de la nation dans sa défense. Il est heureux que l'Alliance des États du Sahel, dans ce domaine encore, soit pionnière. Elle nous montre le chemin. Il est temps maintenant, pour l'ensemble des Africaines et des Africains, quels que soient les pays concernés, de regarder la nature des armées qui prétendent les protéger, la nature des dirigeants qu'ils ont, et de se demander, avec cette armée, avec ces dirigeants, est-ce que nous sommes sûrs de pouvoir nous protéger, de pouvoir protéger nos enfants, de pouvoir protéger nos biens, nos services, de pouvoir protéger, eh bien, l'héritage que nous avons reçu de nos ancêtres. Il est certain qu'en se posant cette question, dans chacun de nos pays d'origine, nous aurons souvent la réponse, non, nous n'avons ni les dirigeants, ni les armées qu'il faut pour faire face à la menace qui vient. Par conséquent, les révolutions nationales doivent être accélérées. Partout où des dirigeants fantoches, incapables de concevoir des armées populaires, sont au pouvoir, il est de la responsabilité des peuples et des patriotes, de toutes les forces de défense et de sécurité, de se débarrasser de ces fantoches, de ces vassaux, de ces valets, à l'instar de Tinubu au Nigeria, de Ouattara Draman, eh bien, en Côte d'Ivoire ou de Biya Polo au Cameroun. Des gens qui ne veulent pas aller vers le concept d'armée populaire parce qu'ils savent que depuis très longtemps, ils servent les intérêts étrangers contre leur peuple. Et ils ont donc peur. Qui a donc peur de l'armée populaire? Qui a donc peur d'instaurer des armées populaires? Ceux qui ont peur d'instaurer des armées populaires dans leur pays, ce sont ceux qui ne servent pas depuis très longtemps les intérêts de leur peuple. Quand tu ne sers pas les intérêts de ton peuple, tu ne peux pas accepter d'étendre à l'ensemble de tes concitoyens, eh bien, la défense de la patrie. Quand tu sais que tu n'aimes pas ton peuple et que ton peuple ne t'aime pas, tu ne peux pas vouloir mettre en place une armée populaire. Car mettre en place une armée populaire signifie pour toi le risque de perdre le pouvoir. Puisqu'on sait que tu es un traître à la patrie, dès lors que l'armée populaire sera mise en place, ce sera pour te déposer. Car tu es inapte à organiser la résistance, la lutte de libération de ton peuple. Donc, la mise en place des armées populaires n'est possible que lorsqu'il y a une confiance entre le peuple, eh bien, l'armée et le chef. Quand il y a une osmose, une symbiose entre le peuple, l'armée et le chef, quand il y a une symbiose entre le peuple, l'armée et le chef, il est plus facile de construire les armées populaires que quand le chef est un valet de l'Occident, un caniche de la France-Afrique, et qu'il a conçu l'armée comme une unité lui permettant de se défendre contre le peuple. En effet, nous avons deux sortes d'armées en Afrique, celles qui sont au service des peuples, qui protègent les peuples contre les prédateurs, eh bien extérieurs et même intérieurs, et puis celles qui sont au service des dictateurs et des grandes puissances étrangères. Seules les armées qui sont au service des peuples, qui protègent leur peuple contre les prédateurs étrangers et les traîtres internes, seules ces armées peuvent faire la mutation de l'armée professionnelle vers l'armée populaire. L'armée populaire étant en quelque sorte une armée de réserve. Je voudrais enfin conclure en rappelant l'intérêt de l'armée populaire. L'intérêt de l'armée populaire, c'est aussi le fait que, grâce au concept d'armée populaire, en effet, on fait participer la plus large frange de la population à la défense de la nation, ce qui fait qu'il n'y a plus de rivalité entre les civils et les militaires autour de la fonction politique.
L'une des critiques qu'on entend dans les pays dirigés par des militaires, c'est que dans ces pays-là, les civils ont été écartés de l'activité politique, les militaires se sont accaparés du pouvoir, et que ce n'est pas juste. Or, cette critique ne serait pas fonctionnelle dans des pays qui pratiqueraient le principe de l'armée populaire. Car là où il y a armée populaire, tout le monde étant membre de l'armée, personne ne peut être jaloux de son frère ou de sa sœur parce qu'il exerce le pouvoir politique ou qu'il dirige l'organisation politique. À partir du moment où nous sommes tous membres de l'armée populaire de notre pays, l'armée populaire de notre continent, il n'y a plus de rivalité entre de soi-disant civils et de soi-disant militaires. Il n'y a plus cette opposition civilo-militaire dès lors que nous servons tous patriotiquement, eh bien les intérêts vitaux, la souveraineté et la liberté de choix stratégique de notre continent, de notre nation, de notre communauté civilisationnelle africaine. Donc, construire des armées populaires, c'est rassembler davantage la classe politique. Puisqu'il n'y aura plus cette fameuse dichotomie entre le civil et le militaire, on ne pourra plus, en effet, avoir affaire à ce fameux procès, cette fameuse rivalité, cette concurrence entre les civils et les militaires pour l'exercice du pouvoir politique. Il faut mettre en place les armées populaires pour mettre fin à la rivalité civilo-militaire.